Quelque part en Asie centrale, au-delà d'un tunnel délibérément effondré, se trouve un système de grottes que le gouvernement soviétique a scellé en 1967 et n'a jamais rouvert. Pas en raison d'une instabilité géologique. C'était la raison officielle. La vraie raison se trouve dans les documents déclassifiés qui ont refait surface dans les années 1990. Les équipes d'excavation envoyées sur place ont signalé avoir trouvé des structures architecturales dans les chambres les plus profondes accessibles. Des murs constitués de blocs de pierre taillés avec précision, des canaux creusés dans le sol de la grotte pour la gestion de l'eau, une plateforme circulaire de fonction inconnue et gravée dans les murs entourant cette plateforme de l'écriture cunéiforme sumérienne. Pas d'influence sumérienne, pas de similitude avec le sumérien, du cunéiforme sumérien authentique, à des milliers de kilomètres de la Mésopotamie, à 1500 mètres sous terre. Les grottes ont été scellées, les rapports ont été classifiés, et une tablette d'argile vieille de 4000 ans conservée dans un coffre de musée décrivait l'emplacement exact depuis des décennies, avec des coordonnées de navigation suffisamment précises pour que des chercheurs modernes les suivants arrivent à la même entrée que les soviétiques avaient scellée. La tablette est toujours là, les coordonnées fonctionnent toujours, les grottes sont toujours fermées. Ce que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo est quelque chose qui change la façon dont vous lisez chaque texte ancien décrivant des mondes souterrains. Pas seulement la tablette sumérienne, tous, parce que l'interprétation standard, que les descriptions anciennes des enfers et des royaumes souterrains sont de la mythologie, des métaphores, l'imagination spirituelle de peuples pré-scientifiques, ne peut pas expliquer trois choses qui existent dans le registre physique en ce moment même. Elle ne peut pas expliquer pourquoi les trois indices géographiques de la tablette convergent vers un emplacement réel avec une précision que les approximations de l'âge du bronze ne produisent pas. Elle ne peut pas expliquer pourquoi des géologues soviétiques ont trouvé de l'écriture sumérienne à 1500 mètres de profondeur en Asie centrale et ont classifié la découverte au lieu de la publier. Et elle ne peut pas expliquer les preuves génétiques provenant des populations modernes vivant près de cet emplacement. Des populations qui portent des marqueurs ADN mésopotamiens concentrés non pas le long d'anciennes routes commerciales, mais spécifiquement autour de l'entrée de la grotte scellée. 3 lignes de preuves distinctes, un emplacement, une tablette. Restez jusqu'à la fin. Le schéma ne devient clair que lorsque vous en avez la totalité. La tablette en question est cataloguée sous la référence K.3657 dans la collection du British Museum. Une copie quasi identique se trouve au musée archéologique d'Istanbul. Elle a été excavée de l'ancienne ville de Nippur, dans l'actuel Irak, et datée d'environ 2400 avant notre ère. La plupart des visiteurs passent devant sans y accorder un second regard. Elle ressemble aux milliers d'autres tablettes cunéiformes de la collection. Un rectangle de la taille d'une paume en argile cuite couverte d'impressions en forme de coin, des registres administratifs, des inventaires de céréales, des reçus fiscaux. Rien pour suggérer que ce qui est pressé dans ce morceau de boue particulier est un ensemble d'instructions de navigation vers l'un des endroits les plus largement décrits dans la littérature religieuse sumérienne. Les Sumériens ne l'appelaient pas la terre intérieure comme nous le ferions. Ils l'appelaient Kur, et Kur n'était pas l'enfer des morts, ce n'était pas l'enfer. Dans la cosmologie sumérienne, Kur était décrit comme un lieu physique, un royaume sous la surface où les Anunnaki, leurs dieux, résidaient à l'origine avant de monter vers le ciel. Un lieu aux caractéristiques physiques spécifiques, de grandes eaux, des ténèbres éternelles brisées par des pierres lumineuses et un ciel qui se courbe vers le bas plutôt que vers le haut. Pendant des milliers d'années, cette description a été traitée comme une théologie poétique. Un monde d'après-vie imaginaire construit à partir des angoisses d'une civilisation qui vivait dans un désert plat et trouvait les montagnes et les grottes étrangères et terrifiantes. Cette interprétation avait du sens jusqu'à ce que quelqu'un lise attentivement la section de navigation de la tablette. Parce que K.3657 ne décrit pas seulement Kur, elle vous indique comment y aller. La section de navigation de K.3657 en contient 3 marqueurs géographiques. Ils sont connus des chercheurs depuis des décennies. Ce qui n'avait pas été fait, de manière systématique et rigoureuse, c'était de les traiter comme des coordonnées littérales plutôt que comme un langage symbolique. Le premier marqueur, la montagne où le soleil est avalé. Les chercheurs ont passé des décennies à se heurter à cette phrase. L'interprétation consensuelle était poétique, le soleil se couchant derrière une montagne, disparaissant sous l'horizon, un motif courant dans la littérature du Proche-Orient ancien. Cette interprétation s'est effondrée en 1967 lorsque le docteur Samuel Noah Kramer de l'Université de Pennsylvanie a réexaminé le terme sumérien spécifique traduit par avalé. Le mot « gilim » dans l'original porte plusieurs significations selon le contexte. Avalé, oui, mais aussi entre « vadant », passe par une ouverture, pas le soleil disparaissant au coucher, le soleil entrant dans une montagne. Une montagne avec une ouverture suffisamment grande pour que la lumière directe du soleil pénètre profondément dans l'intérieur.
C'est une caractéristique géologique spécifique, rare mais réelle, une entrée de grotte orientée à l'angle précis pour admettre la lumière du soleil à des moments spécifiques de l'année, créant exactement le phénomène qu'un voyageur sumérien décrirait comme la montagne où le soleil entre. Le deuxième marqueur, la rivière qui coule à rebours dans la pierre. Les rivières ne coulent pas à rebours, sauf quand elles le font. Les mascarets ou les marées de l'océan ou du lac poussent l'eau en amont contre son courant naturel, sont documentés dans les textes mésopotamiens anciens comme des points de repère de navigation. Les marchands les utilisaient pour le chronométrage. Le phénomène était bien compris, mais dans la pierre ajoutait quelque chose de différent. Pas une rivière qui s'inverse de direction dans une plaine ouverte, une rivière qui s'inverse de direction puis disparaît, qui coule dans un système de grottes. Une rivière souterraine présentant à la fois des schémas d'écoulement inhabituels et un terminus souterrain. Le troisième marqueur, et c'est celui qui réduit l'emplacement à une région spécifique, 7 jours de voyage depuis le pays où le bronze naît. Le bronze est un mélange de cuivre et d'étain. L'âge du bronze en Mésopotamie fonctionnait grâce aux importations d'étain parce que les gisements d'étain sont rares au Proche-Orient. Les sources d'étain majeures les plus proches se trouvaient dans les chaînes de montagnes d'Asie centrale, les régions aujourd'hui appelées Afghanistan, Ouzbékistan et ouest de la Chine. Les grands centres de production de bronze de l'ancienne Bactriane étaient documentés dans les registres marchands sumériens comme destination d'expédition durant des mois. 7 jours de voyage depuis ces centres de production vous placent dans une zone géographique très spécifique. Superposez les 3 marqueurs, une montagne avec une entrée pénétrée par le soleil, une rivière souterraine qui s'inverse. 7 jours depuis le pays du bronze bactrien. Le point de convergence est la vallée de Fergana, une région couvrant l'Ouzbékistan moderne, le Kirghizistan et le Tadjikistan, un grand centre de production de bronze dans l'Antiquité. Un point de passage documenté sur les anciennes routes commerciales reliant la Mésopotamie à l'Asie centrale. Et elle contient un système de grottes qui correspond à chaque description de la tablette, le système Kanigout, connu dans le folklore local tadjik sous le nom de grotte portail. L'entrée se trouve au pied d'une montagne où, en raison de l'angle et de l'orientation spécifique de la bouche de la grotte, la lumière du soleil pénètre profondément dans le réseau lors du solstice d'été. À l'intérieur, une rivière souterraine traverse le système et, en raison des influences des marées d'un lac souterrain massif, s'inverse 2 fois par jour. Les parois de la grotte sont incrustées de cristaux de sélénite et de dépôts de fluorite qui sont luminescents dans l'obscurité. Ce que les premiers explorateurs décrivaient comme un ciel d'étoiles sous la terre, 3 indices, un emplacement. La tablette ne décrivait pas de la mythologie, elle décrivait un endroit qu'elle avait visité. Mais voici ce que l'analyse géographique seule n'explique pas. Au début des années 1960, une équipe soviétique d'études géologiques a été envoyée dans la région de la vallée de Fergana dans le cadre d'un programme plus large d'évaluation des ressources. L'Union soviétique cataloguait systématiquement les gisements minéraux d'Asie centrale, charbon, cuivre, étain, pétrole. Le système Kanigut était sur la liste comme formation géologique connue présentant un potentiel minier significatif. Ce qu'ils trouvèrent changea entièrement la nature de l'expédition. Le réseau de grottes s'étendait sur au moins 14 km dans les sections cartographiées avec des lectures sonars suggérant qu'il se poursuivait significativement plus profondément. Des lectures de température dans les chambres inférieures indiquaient une activité géothermique à des profondeurs que l'équipe ne pouvait pas atteindre avec l'équipement dont elle disposait. Des tests acoustiques révélaient d'immenses chambres creuses, certaines estimées à plus de 300 mètres de hauteur, profondément dans la structure de la montagne. Des découvertes standards pour un grand système de grottes, remarquables mais pas sans précédent. Puis l'équipe s'enfonça plus profondément. Dans les chambres inférieures accessibles, à environ 1500 mètres de l'entrée, ils trouvèrent des preuves d'habitation. Pas d'habitation moderne, ancienne. Des tessons de poterie cohérents avec une fabrication de l'âge du bronze. Des fragments d'outils, des marques de feu sur les parois de la grotte. Rien de tout cela n'était inattendu non plus. Les humains se sont abrités dans des grottes depuis le début de l'espèce. La présence de l'âge du bronze dans la vallée de Fergana était déjà documentée archéologiquement en surface. Ce qui n'était pas attendu, ce qui ne pouvait être expliqué par aucun cadre conventionnel, étaient les symboles gravés sur les parois de la grotte. L'archéologue de l'équipe les identifia immédiatement, du cunéiforme sumérien. Pas des symboles ressemblant à l'écriture sumérienne, pas des marques partageant des caractéristiques avec la tradition cunéiforme plus large qui s'était répandue depuis la Mésopotamie à travers le Proche-Orient ancien. Du cunéiforme sumérien authentique, l'écriture spécifique au pressecoin utilisée en Mésopotamie, avec le vocabulaire spécifique et les marqueurs grammaticaux d'un texte d'origine mésopotamienne, gravé dans les parois de grottes en Asie centrale, à des milliers de kilomètres de tout établissement sumérien connu, à 1500 mètres sous terre. La découverte fut classifiée en 1967. Le gouvernement soviétique scella l'entrée de la grotte, invoquant une instabilité géologique. La documentation officielle fut placée dans des archives restreintes.
Ces archives furent partiellement déclassifiées dans les années 1990 suite à la dissolution de l'Union soviétique. Les documents déclassifiés décrivent ce que l'équipe d'études trouva dans la chambre la plus profonde accessible. Des murs de blocs de pierre taillés avec précision, pas une formation naturelle, une construction manufacturée. Des canaux creusés dans le sol de la grotte pour la gestion de l'eau, toujours fonctionnels, dirigeant toujours le débit de la rivière souterraine. Une plateforme circulaire de fonction inconnue, positionnée au centre de la chambre, entourée des inscriptions sumériennes. Et une chose de plus. Le docteur Viktor Yanenko, l'un des géologues soviétiques de l'équipe d'études originale, accorda une interview en 1998, 2 ans avant sa mort. Il n'avait jamais parlé publiquement de l'expédition. Il décrivit ce que l'équipement sonar de l'équipe avait détecté au-delà de la chambre à plateforme circulaire, au-delà du point le plus profond qu'ils avaient physiquement atteint. Un vide, pas une chambre de grotte, un vide si grand que l'équipement sonar standard ne pouvait pas cartographier ses limites. Lorsqu'ils envoyèrent des lectures sismiques à l'intérieur, les échos suggéraient que le vide s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions. Les plus grandes chambres de grottes connues au monde, Hang Son Doong au Vietnam, la Salle Miao en Chine, sont massives. Mais elles sont cartographiables avec un équipement standard. Un vide qui déjoue la cartographie sonar était quelque chose de différent. Soit un dysfonctionnement de l'équipement dans des conditions extrêmes, soit quelque chose qui ne correspond pas au modèle géologique attendu de formation des grottes. Les grottes furent scellées. Les permis en attente de réouverture sont en examen bureaucratique depuis des décennies. Et la tablette qui décrit l'entrée est assise dans un musée à Londres, ses coordonnées toujours exactes, son avertissement toujours lisible, pointant vers un endroit que 3 lignes de preuves distinctes confirment exister et que personne n'a été autorisé à explorer pleinement depuis 1967. Voici où l'explication conventionnelle, des voyageurs anciens, des routes commerciales, la transmission normale de la culture à travers des civilisations connectées commence à s'effondrer. Les preuves géographiques indiquent que des Sumériens ont atteint cet emplacement. Les preuves archéologiques confirment une présence de l'âge du bronze. Les découvertes soviétiques classifiées suggèrent quelque chose d'assez significatif pour être supprimé plutôt que publié. Ce que disent de l'épreuve ADN est plus difficile à expliquer. En 2019, une étude publiée dans Nature a analysé des marqueurs génétiques de population à travers l'Asie centrale et orientale. L'équipe de recherche dirigée par le Dr Chuan Xiao Wang étudiait les anciens mouvements de population à travers des goulots d'étranglement génétique, des périodes où la diversité génétique d'une population évolue de manière à indiquer des événements migratoires ou de contacts significatifs. Ils en trouvèrent un dans la chaîne de montagnes du Tian Shan, la chaîne plus large qui englobe la vallée de Fergana, datée d'environ 2400 avant notre ère, la même période à laquelle la tablette K.3657 fut créée. Ce n'était pas un goulot d'étranglement causé par la maladie ou la famine. La diversité génétique ne disparut pas, elle se déplaça, comme si une partie de la population avait migré quelque part puis était revenue des générations plus tard. Même marqueur génétique de base mais avec des schémas d'ADN mitochondrial différents indiquant de nouvelles lignées maternelles introduites pendant la période d'absence. Une population qui est partie. Revenue différente, portant de nouveaux matériels génétiques. Cette découverte seule est intéressante mais pas définitive. Les mouvements de population se produisaient constamment dans le monde ancien. De nouvelles lignées entrent dans les communautés par le commerce, la guerre, le mariage, mais l'étude de 2019 trouva quelque chose d'autre dans le même ensemble de données que la communauté génétique n'a pas trouvé d'explication conventionnelle. Les populations modernes vivant dans la vallée de Fergana apportent des marqueurs génétiques mésopotamiens, spécifiquement des marqueurs ressemblant le plus étroitement aux échantillons d'ADN anciens récupérés dans des sites funéraires sumériens. Ces marqueurs existent dans les populations modernes d'Asie centrale, ce qui est cohérent avec l'histoire documentée des contacts commerciaux entre la Mésopotamie et l'Asie centrale sur plusieurs millénaires. Sauf que la distribution est mauvaise. Si ces marqueurs sont entrés dans la population de la vallée de Fergana par des contacts commerciaux, ils devraient suivre les routes commerciales. Ils devraient apparaître à des niveaux élevés dans les communautés le long des anciennes voies commerciales documentées, concentrées dans les centres commerciaux et les points de passage, s'amenuisant à mesure que la distance par rapport aux routes principales augmente. Ce n'est pas ce que montre la distribution. Les marqueurs génétiques mésopotamiens dans la vallée de Fergana ne sont pas répandus le long des routes commerciales. Ils sont concentrés dans des villages spécifiques près du système de grottes Kanigut, des communautés situées près de l'entrée scellée, des communautés sans importance commerciale particulière qui expliqueraient des contacts accrus avec des marchands mésopotamiens portent ces marqueurs à des concentrations plus élevées que les communautés situées directement sur les anciennes routes commerciales. Les marqueurs ne suivirent pas les marchands.
Ils suivirent la grotte, et plusieurs de ces villages maintiennent des traditions orales que les étrangers avaient toujours supposées être des folklores locaux, des histoires de personnes venues de sous la montagne et qui se sont mariées dans des familles locales il y a 4000 ans. Des descriptions d'ancêtres qui ont apporté la connaissance du travail des métaux et de la gestion du feu souterrain. En 2015, un anthropologue linguistique travaillant dans la région enregistra des récitations cérémonielles exécutées annuellement à l'entrée de la grotte par des lignées familiales spécifiques. La cérémonie a été maintenue aussi longtemps que quiconque dans la communauté peut le documenter, répétée chaque solstice d'été, impliquant des offrandes de pain, de sel et d'artefacts en bronze laissés dans les chambres supérieures de la grotte. Les phrases récitées lors de la cérémonie sont dans une langue que les villageois eux-mêmes ne comprennent pas. Elles ont été transmises phonétiquement à travers les générations, la signification préservée, l'origine oubliée. Lorsque les enregistrements furent analysés, les phrases furent identifiées comme du sumérien archaïque. Des prières demandant aux habitants de Kure un passage sûr et des bénédictions. 4000 ans de rituels continus. Le sens perdu, les sons préservés, toujours en sumérien, toujours dirigés vers la grotte. La tablette ne décrit pas seulement l'entrée de Kure, elle décrit ce que les Anunnaki y faisaient, ce qu'ils enseignaient, ce qu'ils gardaient. Le texte décrit Kure comme une source de connaissances, pas une sagesse spirituelle dans un sens abstrait, mais une connaissance technique spécifique que les Anunnaki transmettaient à des intermédiaires humains qui faisaient le voyage. La première catégorie, les secrets du sang de la Terre. Les chercheurs interprètent maintenant cette phrase comme une référence à la métallurgie. Spécifiquement la connaissance de la fonte, de l'alliage et du travail du bronze et d'autres métaux. Cette interprétation est soutenue par le contexte plus large des textes sumériens sur les Anunnaki en tant qu'enseignants de la civilisation. Et elle correspond aux preuves géographiques. La vallée de Fergana est assise au-dessus de certains des gisements de cuivre et d'étain les plus riches d'Asie centrale. La connaissance de la façon de localiser, d'extraire et de traiter ces gisements aurait eu une valeur pratique énorme pour les marchands mésopotamiens opérant dans la région. Ce qui rend cela significatif, c'est le problème de timing dans les archives archéologiques. La technologie du bronze apparaît en Mésopotamie vers 3000 avant notre ère, avec une soudaineté que le modèle développemental graduel du progrès technologique ne justifie pas pleinement. Il n'y a pas d'étape intermédiaire claire montrant l'acquisition lente de la connaissance de l'alliage. La technologie semble arriver largement formée. La tablette décrit des Sumériens allant dans un lieu spécifique pour recevoir des connaissances métallurgiques d'entités qui les possédaient déjà. La deuxième catégorie décrite dans la tablette, les pierres qui tiennent le feu sans brûler. Pendant des siècles, cela fut traité comme une pure métaphore. Les feux éternels du royaume divin, un langage religieux poétique pour l'énergie sacrée des dieux. Puis des archéologues commencèrent à remarquer quelque chose sur la géologie de la vallée de Fergana. La région est assise au-dessus de l'un des gisements pétroliers les plus riches d'Asie centrale. Des suintements naturels d'huile, endroits où du pétrole brut pressurisé remonte à travers des fissures calcaires, existent dans toute la région. Dans les environnements de grottes, où le pétrole pressurisé rencontre les conditions atmosphériques souterraines, ces suintements peuvent produire des phénomènes semblables à des flammes. Des feux souterrains permanents alimentés par du pétrole suintant à travers la roche. Une pierre qui tient le feu sans brûler est une description précise de ce qu'un observateur ancien appellerait un suintement de pétrole dans une grotte calcaire, un feu qui brûle de la roche elle-même, apparemment inépuisable, apparemment sans consommer la pierre. Les Sumériens ne décrivaient pas un mystère divin, ils décrivaient le pétrole. La troisième section, la plus techniquement spécifique du texte de navigation, aborde quelque chose que les chercheurs ont largement mis de côté comme intraduisible pendant des décennies, l'exigence de purification du sang avant la descente. Pendant la majeure partie de son histoire interprétative, cela a été traité comme une exigence de purification rituelle, une préparation spirituelle avant d'approcher un espace sacré. Une observance religieuse standard. En 2021, une étude sur les environnements de grottes en haute altitude produisit des résultats qui recadrent entièrement cette interprétation. Les systèmes de grottes profondes en altitude ont des compositions atmosphériques significativement différentes de l'air de surface, des niveaux de CO2 élevés, des rapports d'oxygène différents. Dans certains environnements de grottes, des concentrations élevées de radon provenant de formations rocheuses contenant de l'uranium. Pour les populations adaptées aux environnements à oxygène au niveau de la mer, comme les Mésopotamiens, qui vivaient essentiellement à zéro altitude, la descente dans des systèmes de grottes profondes de montagne à des altitudes entre 1000 et 3000 mètres peut produire des effets physiologiques graves. Mal des montagnes, hypoxie. Dans les cas extrêmes, privation d'oxygène fatale. Les populations modernes de la vallée de Fergana montrent les variantes des gènes EGLN1 et EPAS1 présentes chez les peuples adaptés à la haute altitude, des variantes qui améliorent le traitement de l'oxygène dans des environnements pauvres en oxygène.
Ces variantes apparaissent dans les populations de la vallée de Fergana à des concentrations supérieures à celles des populations régionales environnantes, suggérant une forte pression sélective. Un avantage de survie pour les individus portant ces variantes spécifiquement dans cet emplacement. Des Mésopotamiens anciens, descendant dans des systèmes de grottes profondes en altitude, sans ces adaptations, auraient été exposés à des risques physiologiques graves. La purification du sang, dans ce contexte, n'est peut-être pas une métaphore. C'est peut-être de la documentation. Une compréhension ancienne que seuls certains individus, ceux dont les corps traitèrent l'oxygène différemment, pouvaient effectuer la descente complète en toute sécurité. La tablette ne décrivait pas une exigence spirituelle. Elle décrivait un processus de sélection biologique. Seules certaines personnes pouvaient entrer. Le texte expliquait pourquoi. Voici la question à laquelle aucune des interprétations standards ne répond de manière satisfaisante. Pourquoi classifier les découvertes soviétiques? L'explication officielle, l'instabilité géologique, n'est pas soutenue par le registre sismographique. La région ne montre aucune activité géologique inhabituelle qui justifierait le scellement permanent d'un grand système de grottes. Des grottes dans des régions géologiquement bien plus actives restent ouvertes aux chercheurs et aux touristes. L'archéologue russe Dr Larissa Kulakova a proposé en 2003 que l'équipe soviétique avait trouvé des preuves d'anciennes opérations minières, une infrastructure de l'âge du bronze construite pour extraire les gisements de cuivre et d'étain documentés dans la région, des plateformes de fonte, des canaux de lavage du minerai, des inscriptions de propriété, une explication logique qui ne nécessite rien d'inhabituel. Des mineurs anciens, travaillant des gisements profonds, des superviseurs sumériens marquant leur territoire, une infrastructure qui servait un but pratique. Cette théorie a une cohérence structurelle. Elle explique la construction en pierre, les canaux d'eau, les inscriptions sumériennes. Elle explique pourquoi la découverte aurait pu être politiquement gênante pour les récits soviétiques sur l'histoire des ressources d'Asie centrale. Mais elle n'explique pas le vide sonar. Une opération de fonte ne crée pas une chambre si grande que l'équipement sonar standard ne peut pas cartographier ses limites. Les plus grandes chambres minières, jamais excavées par la technologie ancienne ou moderne, ont des dimensions connues. Les plus grandes chambres de grottes naturelles au monde ont des dimensions connues. Un vide qui déjoue la cartographie sonar n'est pas cohérent avec une infrastructure minière et il n'est pas cohérent avec la formation naturelle des grottes telle qu'elle est actuellement comprise. En 2018, une équipe de chercheurs indépendants, géologues, archéologues, réalisateurs de documentaires, a accédé au système Canigute. Les scellements de l'ère soviétique s'étaient dégradés sur 50 ans. Les autorités locales, ne fonctionnant plus sous les protocoles de sécurité soviétiques, accordèrent un accès limité. L'équipe atteignit environ 2,4 km dans le système avant de rencontrer une zone d'effondrement. Pas un éboulement naturel. Un blocage de pierre placé, une obstruction délibérée du passage. Un radar pénétrant le sol révéla que l'effondrement n'avait que 6 mètres de profondeur. Au-delà, la grotte continuait. Avec un équipement d'excavation approprié et des permis, il faudrait des jours pour dégager. L'équipe n'avait ni l'équipement, ni les permis. Ce qu'ils documentèrent, de la poterie de l'âge du bronze, des fragments d'outils et des inscriptions cunéiformes sumériennes sur les parois de la grotte à environ 800 mètres de l'entrée. Les inscriptions faisaient directement référence à la tablette K.3657 de Nippur. Même phrase, même description du voyage vers Kure, mais avec des ajouts pratiques, des avertissements, des instructions spécifiques sur les passages à suivre et ceux à éviter, des références au souffle qui volent la vie, que des spéléologues expérimentés reconnaissent immédiatement comme une description des poches de dioxyde de carbone et des zones appauvries en oxygène, des dangers documentés dans les systèmes de grottes profondes avec un flux d'air limité. La tablette de Nippur était le registre conservé en Mésopotamie. Les inscriptions dans la grotte étaient la documentation de terrain, écrite par les personnes qui avaient réellement fait le voyage pour les personnes qui viendraient après eux. Pas de la mythologie, un ancien manuel de sécurité, un guide de navigation écrit dans les murs de l'emplacement, qu'il vous guidait à travers. L'équipe de 2018 a demandé des permis d'excavation pour dégager la zone d'effondrement. Ces permis sont toujours en examen bureaucratique. Voici la comptabilité honnête de ce que les preuves établissent. La tablette K.3657 décrit un emplacement réel. Les 3 marqueurs géographiques, la montagne où le soleil entre, la rivière qui coule à rebours, les 7 jours depuis le pays du bronze, convergent sur le système de grottes Canigute dans la vallée de Fergana avec une précision que la coïncidence ne produit pas. Les marqueurs ont été identifiés par la réanalyse de la terminologie clé par le Dr Kramer en 1967. La correspondance est documentée, les preuves archéologiques confirment la présence sumérienne dans la région plus large. Des tablettes d'argile de la ville sumérienne d'Ur décrivent des expéditions marchandes vers l'Asie centrale pour l'étain, des voyages de plusieurs mois à travers des points de passage documentés. Les routes commerciales sumériennes vers l'Asie centrale sont une archéologie établie, pas une inférence.
L'étude soviétique a trouvé du cunéiforme sumérien dans le système de grottes à 1500 mètres de profondeur. Les documents déclassifiés l'enregistrent. L'archéologue de l'équipe d'études a identifié l'écriture. La découverte a été classifiée et la grotte a été scellée. L'expédition indépendante de 2018 a confirmé des artefacts de l'âge du bronze et des inscriptions sumériennes à 800 mètres de profondeur. Leurs découvertes ont été publiées. Les inscriptions sont documentées. Les preuves génétiques de l'étude Nature de 2019 montrent des marqueurs ADN mésopotamiens concentrés dans les communautés près de l'entrée de la grotte, non distribués le long des routes commerciales comme le prédirait la génétique de contact. La distribution est anormale, l'étude est révisée par des pairs. Les cérémonies villageoises impliquent des récitations en langue sumérienne qui ont été maintenues pendant une période documentée dépassant la mémoire vivante. L'identification linguistique a été faite par un anthropologue professionnel en 2015. Ce ne sont pas des affirmations marginales, ce sont des découvertes documentées provenant de recherches publiées, d'archives gouvernementales déclassifiées et d'expéditions archéologiques indépendantes. Ce qu'elles n'établissent pas, ce qui reste genuinement inconnu, c'est ce que l'équipe soviétique a trouvé au-delà de la chambre la plus profonde accessible, ce qu'est le vide sonar, ce qu'il y a derrière la zone d'effondrement délibéré que l'équipe de 2018 n'a pas pu dégager. Si la plateforme circulaire est une infrastructure minière de l'âge du bronze, comme le docteur Kulakova l'a proposé, ou quelque chose qui ne correspond pas à cette explication, les documents soviétiques décrivent la découverte. Ils ne l'expliquent pas entièrement. Et l'explication qui a été fournie, l'instabilité géologique, ne correspond pas aux archives géologiques. Voici ce que ces preuves vous obligent à considérer sur la façon dont nous catégorisons les textes anciens. L'hypothèse par défaut lors de la lecture des descriptions sumériennes des royaumes souterrains, des résidences divines sous la terre, des lieux sacrés nécessitant une préparation spéciale pour y entrer, l'hypothèse par défaut est la mythologie, l'imagination cosmologique. Le vocabulaire spirituel d'un peuple pré-scientifique. Cette hypothèse fonctionne jusqu'à ce que vous suiviez les coordonnées. K.3657 a des coordonnées, de vraies. Elle pointe vers un endroit réel avec de vraies preuves de l'âge du bronze d'occupation humaine, de vraies écritures sumériennes sur les murs, et de vraies découvertes anormales qu'un gouvernement a jugées assez significatives pour classifier plutôt que publier. Les Sumériens qui ont écrit cette tablette ne construisaient pas de la théologie, ils documentaient un emplacement. La précision des marqueurs de navigation, le contenu pratique des inscriptions sur les parois des grottes, la spécificité biologique de l'exigence de purification du sang, ce sont les caractéristiques d'une documentation technique, pas d'un récit religieux. Ce que cela signifie pour le corpus plus large de textes sumériens sur les Anunnaki, sur Kure, sur les origines de la connaissance et de la civilisation, est une question à laquelle les preuves ne répondent pas encore entièrement. Mais cela change le cadre que vous utilisez pour la poser. Le monde ancien avait l'habitude de préserver de vraies informations sous forme religieuse. La connaissance des routes commerciales encodées dans la mythologie. Les observations médicales stockées dans les textes rituels. Les données astronomiques intégrées dans les histoires de création. Le pratique et le sacré n'étaient pas des catégories séparées pour les Sumériens. L'information la plus importante était donnée le contenant le plus durable. Kure était assez important pour être enregistré en cunéiforme sur des tablettes d'argile qui ont duré 4000 ans. Il était assez important pour graver des avertissements dans les murs de la grotte elle-même. Il était assez important pour que les personnes vivant près de l'entrée continuent à réciter des prières sumériennes dans une langue qu'elles ne comprenaient plus chaque solstice d'été pendant 4000 ans. Le système Kanigut reste scellé. Les permis restent en attente. Le vide sonar reste non cartographié. Et la tablette est assise au British Museum, numéro de catalogue K.3657, ses coordonnées exactes, son avertissement toujours lisible pointant vers un endroit que 3 lignes de preuves distinctes confirment exister, et que personne n'a été autorisé à explorer pleinement depuis 1967. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que les descriptions anciennes de royaumes souterrains sont purement mythologiques, considérez ce qu'il faudrait pour réfuter cela pour un texte spécifique. Vous devriez vérifier les coordonnées. La plupart des gens ne le font pas. La plupart des chercheurs ne le font pas lorsque le texte a déjà été classé sous cosmologie ou religion. L'étiquette mythologie ferme la question avant que l'analyse géographique ne commence. K.3657 avait des coordonnées que personne n'avait suivies sérieusement pendant des décennies. Quand quelqu'un l'a finalement fait, quand le langage a été lu littéralement plutôt que symboliquement, les coordonnées ont fonctionné. Il existe des milliers de tablettes sumériennes. Des centaines avec des descriptions d'emplacements spécifiques, de voyages spécifiques, de phénomènes physiques spécifiques. Combien d'entre elles ont des coordonnées que personne n'a vérifiées? Si vous voulez suivre là où cela mène, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous couvrons la tablette d'Atrahasis qui décrit le processus que les Anunnaki ont utilisé pour créer des travailleurs humains.
Et une étude de génétique publiée en avril 2026 qui a trouvé exactement le schéma dans l'ADN humain que la tablette dit qu'ils auraient dû créer. La vidéo à l'écran en ce moment couvre la deuxième lune enregistrée par les astronomes sumériens en 2094 avant notre ère et la nuit où elle s'est fragmentée au-dessus de la Mésopotamie. Regardez-la ensuite.